Gérard Rouquayrol, qui est président de Terratech, Agnès Buzyn, présidente de l'Institut national sur le cancer, Isabelle Falque-Pierrotin, présidente de la CNIL, et Didier Tabuteau, conseiller d'État, grand spécialiste du monde de la santé et de l'économie de santé. On a quand même ici 4 grands ténors pour venir nous parler de ce sujet et d'aborder les enjeux du présent et surtout de l'avenir. Gérard Rouquayrol, j'aimerais commencer avec vous, puisqu'on a évoqué ce matin à plusieurs reprises, notamment avec Pascal Sampé de Watson, les aspects vraiment technologiques. Et avec Yves Lévy, on a beaucoup insisté sur le plan, notamment français, national, d'investissement pour tenir finalement la corde au niveau international et ne pas être devancé, ce qu'on évoquera à plusieurs reprises encore aujourd'hui, par la concurrence internationale. Vous êtes un grand spécialiste de l'informatique, vous avez été prof, chercheur à Orsay, Paris 6, à l'École normale supérieure de la rue d'Ulm. Vous avez ensuite une carrière dans le privé, dans le groupe Bull. Et depuis quasiment 10 ans, je crois que vous avez fêté soufflé vos 10 bougies, vous êtes président de l'association Terratech, qui regroupe, je crois, 70 acteurs, avec une des plus grandes puissances informatiques européennes. Donc on parle de plusieurs pétaflops, 3 à 4 pétaflops, et vous offrez la possibilité d'accès à des outils extraordinaires pour, réussir à relever ce défi technologique du séquençage, du génome et du post-génome. Alors pour vous, justement, aujourd'hui la France, est-ce que technologiquement nous sommes en position de garder peut-être une certaine avance, on en parlera dans le cancer, voire un leadership? Très bien, je crois que ça a été dit par Yves Lévy, ça a été dit par d'autres. Il y a un véritable enjeu derrière ce mouvement sur le séquençage du génome à haut début, qui est est-ce qu'on peut créer une industrie informatique? Alors on sait que dans le domaine de la santé, on a su créer des industries du médicament, des industries de l'équipement biomédical. Là, c'est un peu nouveau comme domaine. Est-ce qu'on peut, parce que les règles de ce marché, les règles de cette technologie sont un peu différentes de celles que j'évoquais précédemment, est-ce qu'on peut créer en France une industrie du logiciel? Je crois que ça me paraît, et du matériel, et c'est un des enjeux que je vois à cet équipement que Yves Lévy nous a décrit. Alors, je voudrais pour ça resituer quelques ordres de grandeur. Il y a un rapport McKinsey, je crois, qui est sorti en 2013, qui donne quelques éléments qui sont intéressants. Si on regarde la quantité à l'horizon 2020 de données de santé qui seront numérisées, ils évaluent ça à l'ordre de 35 000 milliards de milliards d'octets. On a 35 zeta-octets, si je peux. Ça fait vraiment beaucoup. Et en particulier la technologie, notamment celle des big data, eh bien, ça va essayer de se servir de cette accumulation de données dans 2 directions finalement. Il ne faut pas en oublier une. Certes, améliorer la santé des individus, améliorer la santé publique d'un côté, le bien-être de tout un chacun, c'est clair, mais de l'autre, et c'est tout aussi important et ça justifie en partie les retombées industrielles et l'effort que le contribuable va mettre dans la santé, finalement, ça va servir à économiser de l'argent dans la santé publique. Et les chiffres qu'ils donnent sont des chiffres américains. Certes, ils considèrent que si on exploite bien les données de santé, on est capable, à l'horizon, disons 2020, de décroître les coûts de la santé américaine de l'ordre de 12 à 17%. Alors 12 à 17%, c'est important déjà en valeur relative. En valeur absolue, ça fait de 300 à 400 milliards de dollars. Hein. Le coût total de la santé aux États-Unis, c'est 2600 milliards de dollars. Donc c'est considérable. Mais déjà, si on peut faire cette économie, en tout cas les ordres de grandeur, au moins américains qui sont créés, montrent que si on a des outils pour ce faire, il y a un marché qui s'ouvre. J'en retiendrai au moins cet aspect-là. Alors, quelles sont les conditions d'ouverture de ce marché, notamment dans un pays comme le nôtre? Il y a à la fois, pour traiter ces opérations big data, les problématiques de matériel et les problématiques de logiciel. Alors, problématique matérielle, je dois dire que grâce au plan supercalculateur que j'ai l'honneur de diriger en France et qui a été initié par le gouvernement dans le cadre de la Nouvelle France industrielle, on est dans une position où on est bien placé. C'est-à-dire que dès l'année prochaine, on a les technologies pour faire des machines à 150 pétaflops. 150 pétaflops, c'est 150 millions de milliards d'opérations à la seconde. Et vers 2020, on atteindra l'hexaflop. Et on sera un des 4 seuls pays dans le monde, du reste, à pouvoir le faire. C'est le milliard de milliards d'opérations à la seconde. Donc ça permet de traiter des énormes quantités de données de façon très rapide. Et comme certains l'ont dit ce matin, il faut savoir réagir très vite. Donc ce n'est pas simplement dans un traitement
rapide d'une donnée qu'il va falloir accélérer. Ce qui est important, c'est de pouvoir réagir vite aussi sur des modifications globales de ces données. Donc en cela, je dirais qu'on est bien placé en France. La technologie existe pour avoir la puissance informatique nécessaire et on est bien placé pour ce faire. L'autre question qui se pose et qui me semble être tout à fait importante pour l'écosystème de la santé, c'est est-ce qu'on va être capable de créer une industrie du logiciel capable de manière complètement innovative d'utiliser ces données pour avancer de façon plus précise dans l'aide au diagnostic, l'aide à la thérapie, quelle qu'elle soit. Et là, il y a un champ énorme qui est ouvert, mais qui mérite pour qu'il s'ouvre et qui crée de l'emploi en France, et parce qu'il est soumis aussi à de nombreuses menaces, ça comprend un certain nombre de précautions. Et il est bien évident qu'on investira en logiciel sur ces domaines, certes pour améliorer la santé des individus, mais aussi parce qu'il y a un marché. Et il n'y aura pas de marché si une quantité importante de données n'est pas accessible à ces industriels-là, hein, ou à ces entrepreneurs. La deuxième raison est purement technique. Quand vous faites des big data, la pertinence des résultats que vous obtenez, puisqu'on est dans un domaine complètement statistique, elle dépend de la quantité de données, en particulier, que vous êtes capable d'interroger très rapidement. Plus ces données existent, plus ces données sont importantes, le volume est important, plus vous allez être pertinent. Si vous n'avez accès qu'à dans ces 35 bytes que j'évoquais, qu'à quelques dizaines de gigabytes, voire de pétabytes, vous n'êtes pas dans le coup. Hein. Donc l'accès à un grand nombre de données pour être pertinent dans l'analyse de ces données est absolument fondamental. Et ça pose deux problèmes et une crainte sur laquelle je voudrais insister. Le premier problème, c'est qu'il faut ouvrir les données. En France, les données ne sont pas assez ouvertes en la matière. Hein. Elles sont loin d'être capables de créer un marché intéressant pour investir dans des logiciels tout à fait pointus, tout à fait... La deuxième, c'est le point sur lequel je voulais aussi insister, c'est le fait qu'on connaît bien dans l'informatique une mécanique qui s'est mise en place, on l'a bien vu notamment aux États-Unis, avec un certain nombre d'industriels qui se résume de la manière suivante. Vous prenez un niveau de l'infrastructure informatique au numérique. Vous en assurez quasiment le monopole. Et à partir de là, par exemple Microsoft avec les OS, avec les operating systems, et à partir de là, vous essayez d'investir soit en haut, soit en bas dans la chaîne de valeur, soit de manière latérale, ça dépend comment vous regardez la chaîne de valeur, et vous la bloquez, vous bloquez l'accès à tout le monde. On est dans ce cas-là en Europe, en France. On est exactement dans ces cas-là. Comme Google aujourd'hui, vous diriez, pour la médecine personnalisée? Je pourrais dire jusqu'à Google, sauf que Google n'a pas les instruments de séquencement. Hein, donc, qui donne les premiers formats de données sur lesquels on va baser ensuite l'analyse. Alors, il y a un quasi-monopole dans le monde de ces machines qui sortent, je dirais, les données de séquencement. C'est les machines Illumina, hein, c'est bien ça? En particulier, oui. Et donc, à partir de là, il y a un risque fort que, c'est normal, je veux dire, que ces entreprises-là avance dans la chaîne de valeur et à partir de là, essaye de travailler sur de la valeur ajoutée du type diagnostic à partir de ces données et du coup ferme la relation entre données, entre applications à haute valeur ajoutée et données. Donc la standardisation des données me semble un élément tout à fait majeur de création de ce marché du logiciel d'une part, mais aussi d'indépendance et de souveraineté. Parce que si tout l'accès aux données passe par des logiciels faits ailleurs, je pense qu'on aurait quelque mal ensuite à maîtriser même nos dépenses de santé par la suite. Donc il y a un véritable enjeu sur lequel je voudrais ici insister, qui est à la fois d'ouvrir largement ces données numérisées, parce que si elles sont ouvertes, si elles sont nombreuses, on pourra notamment contrer des Google qui ont accès à un grand nombre de données aussi, et donc être plus pertinent dans les diagnostics et dans l'analyse. Et deuxièmement, on le fera en standardisant ces données. Et ça me semble être vraiment un des enjeux majeurs du programme qui a été évoqué tout à l'heure et sur lequel il me semble absolument que l'État même doit s'engager et doit prendre le leadership en la matière. Je dirais évidemment que ça pose des problèmes d'éthique considérables que d'ouvrir les données et de les standardiser. On va en parler. Hein. Mais je crois, et mon dernier point sera le suivant, il ne faut pas mettre les choses en séquentiel. Il ne faut pas attendre que les problèmes, si on attend que les problèmes d'éthique soient résolus, on sera loin derrière les concurrents d'autres pays qui auront avancé. Grand débat français et grand débat, notamment avec nos amis anglais. On y reviendra avec Sir Christophe tout à l'heure, sur l'échange, on va dire, entre le pragmatisme anglo-saxon et l'éthique à la française. On en parlera aussi avec Christian Hervé tout à l'heure. Merci beaucoup pour cette première approche de la partie technologique et surtout
de la compétitivité de la France qu'elle doit essayer de gagner, de maintenir, voire de renforcer compte tenu de la concurrence. Agnès Buzyn, vous, en tant que présidente de l'Institut national du cancer, vous avez assisté, accompagné la mise en œuvre de plateformes qui permettent aujourd'hui, de façon très courante, en routine, de séquençage de très nombreux patients qui ont des tumeurs, des cancers, et auxquels on va pouvoir d'ores et déjà prescrire des traitements personnalisés. Donc on est déjà dans la pratique, dans la clinique, et il y a quand même un besoin, des enjeux, des investissements pour tenir le rang et continuer dans cette direction. Absolument. Alors, je commencerai par dire qu'on n'est pas dans la médecine personnalisée, on est encore au stade de médecine de précision. Et si je fais un tout petit peu d'historique, les premiers traitements qui nécessitaient d'identifier sur les tumeurs des patients des biomarqueurs spécifiques remontent à la fin des années 90 avec 2 anticorps monoclonaux, le rituximab et l'herceptine, qui ont fait vraiment progresser énormément le pronostic des maladies concernées, c'est-à-dire le lymphome et le cancer du sein. Et ces 2 médicaments qui sont arrivés en 98 en fait, nécessitaient qu'on identifie sur la surface des cellules tumorales un marqueur qui était reconnu par l'anticorps monoclonal. Après ces premières découvertes sont arrivées l'ère des inhibiteurs de tyrosine kinase, c'est-à-dire des traitements ciblés qui vont cibler des anomalies moléculaires au sein des tumeurs. Et la première molécule de ce type, qui avait été appelée par le Times de Magic Bullet, c'était le Glivec dans les années 2000. Et très rapidement, on a pris conscience en cancérologie que ces médicaments allaient se développer de façon rapide et que pour traiter correctement les malades, il fallait être en mesure d'identifier des marqueurs qui permettaient de savoir si le malade allait répondre ou pas aux médicaments ciblés. Et donc, la communauté médicale a décidé de s'organiser et le 2e plan cancer a identifié cet enjeu de devoir adapter les nouveaux traitements du cancer qui ne sont pas des chimiothérapies standards mais bien des médicaments qui ciblent une anomalie spécifique et a identifié le fait que pour s'organiser, il fallait que nous soyons capables d'identifier ces anomalies pour la totalité des tumeurs des patients français de façon standardisée. Donc se sont mis en place dès 2006 ce qu'on appelle les plateformes de génétique moléculaire qui sont financées par des financements de la DGOS. Les tests sont financés par un budget de la sécurité sociale. Il y a 28 plateformes, c'est ça, en France ? 28 plateformes en France. Donc on peut aller dans un CHU, on fait un petit prélèvement, et là, on envoie en anapath et on a une analyse génétique, c'est ça ? Alors, on ne va pas dans un CHU, on est traité dans l'endroit où on est traité, la clinique privée, le CHU, le centre de lutte contre le cancer. L'anapath qui reçoit le fragment de tumeur est dédommagé pour l'envoi de ce fragment sur la plateforme. C'est forfaitaire, donc il poste le prélèvement. Celui-ci est analysé. Actuellement, nous faisons en routine une vingtaine d'analyses spécifiques qui vont guider et orienter les traitements des patients dans 3 tumeurs principales qui sont le cancer du sein, le cancer du côlon et le cancer du poumon. Il y a maintenant également le mélanome qui en bénéficie. Évidemment, les hémopathies lymphoïdes aussi, enfin lymphoïdes et plus généralement les leucémies aiguës ont aussi des tests génétiques au sein de la leucémie pour savoir si les patients doivent être greffés ou pas. Ça, c'est votre spécialité. Voilà. Et donc, en pratique, nous testons sur les plateformes actuellement près de 70 000 nouveaux malades chaque année qui vont avoir un traitement guidé par ces analyses moléculaires. Environ 100 000 tests sont réalisés par an sur les plateformes. Et bien entendu, comme de nouvelles anomalies moléculaires sont découvertes chaque année dans les tumeurs et de nouveaux médicaments arrivent sur le marché, ce chiffre augmente chaque année, sachant qu'il y a 350 000 nouveaux cas de cancer en France par an. Voilà donc on est à 1/5 à peu près du nombre de malades, de nouveaux malades par an. C'est ça, hein ? On est en dessous, en fait, bien en dessous de ce qu'il va falloir faire. Pourquoi ? Parce que pour l'instant, nous traitons certaines tumeurs qui bénéficient de ces traitements ciblés, mais pas encore toutes les tumeurs ont des traitements spécifiques. Un jour, il y aura effectivement des molécules pour toutes les tumeurs probablement, mais au-delà de ça, nous savons que les malades échappent au traitement et qu'il faut retester les métastases ou l'émergence de nouvelles tumeurs pour refaire des analyses moléculaires tout au long de la maladie. Et donc, on peut s'attendre à ce que ces prélèvements soient nécessaires 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois dans l'histoire naturelle de la maladie. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle un certain nombre d'équipes travaillent sur des prélèvements sanguins, ce qu'on appelle les biopsies liquides, de façon à éviter d'aller vers une chirurgie obligatoire à chaque fois qu'une métastase émerge. Comme le cancer du poumon, par exemple. Il y a des progrès à Nice, notamment. Ouais. Voilà. Et donc, actuellement,
la France est le seul pays au monde à avoir mis en place en routine ces analyses moléculaires pour tous les patients du territoire, gratuitement, quel que soit le lieu de prise en charge. Cette organisation nous est enviée par tous les pays du monde. Ça nous permet également de faire une recherche clinique autour de la médecine de précision extrêmement performante, puisque nous sommes capables de screener, d'identifier des anomalies moléculaires, même très rares, sur des centaines, voire des milliers de patients atteints de tumeurs rares, ce que les autres pays ne sont pas en capacité de faire, puisque dans les autres pays, ces analyses moléculaires sont réservées à des centres d'excellence, où nécessitent parfois une prise en charge individuelle par les patients. Coûteuse. Donc nous pouvons nous enorgueillir d'avoir été anticipateurs d'un changement de paradigme dans le traitement du cancer. Et on voit maintenant que nous allons devoir monter d'un cran, à la fois en termes de nombre et puis de nombre d'anomalies à tester. C'est la raison pour laquelle, dans le plan Cancer 3 qui est mis en œuvre actuellement, nous envisageons, à la place de faire ces tests individuels pour les tumeurs, de passer au séquençage au débit, ce qui nous permettra d'analyser 10, 20, 100, 200 gènes pour chaque tumeur. Donc on gagnera en efficacité, en rapidité. Et cette mise en place du séquençage au débit ciblé sur les anomalies qui nous intéressent sera déjà effective sur les plateformes dès 2016. Donc nous avons déjà changé de braquet en termes d'organisation et de technologie. Mais bien entendu, nous nous orientons vers du séquençage au débit de l'ensemble du génome dans le cadre du plan proposé par le Premier ministre. Yves Lévy en a parlé tout à l'heure. 60 000 tumeurs d'ici 2019, c'est ça? Alors c'est la barre que nous sommes fixés en exome. On rappelle ce que c'est que l'exome. Alors exome, c'est le séquençage de toute la partie du génome qui code pour un gène. Se posera également la question de faire du whole génome, c'est-à-dire la totalité du génome, y compris les séquences non codantes qui peuvent être intéressantes. On peut dire que ça représente à peu près 90% finalement du génome, à peu près. Oui, et donc cette ambition-là, nous ne pourrons la porter que dans un plan stratégique, je dirais, commun avec les autres spécialités, puisque, on l'a dit, le cancer est souvent une pathologie modélisante. Je pense que nous avons 5 ou 10 ans d'avance sur les autres pathologies, mais toutes les autres pathologies vont devoir pouvoir bénéficier à un moment de ce type d'analyse. Ce que je voudrais dire pour terminer, c'est qu'on est vraiment face à un changement de paradigme dans la prise en charge des traitements et on s'oriente vers une médecine qui n'est plus une médecine de précision, mais bien une médecine personnalisée, parce que nous allons avoir besoin, au fur et à mesure que nous engrangerons des données, de comprendre et d'analyser les données de tous les malades pour mieux traiter un patient individuel. Et donc, les données de tous vont être nécessaires et indispensables au traitement de chacun. Ça veut dire qu'on change notre état d'esprit, on est dans une médecine de plus en plus solidaire, il ne faudra pas garder ces données individuelles, il faudra les mettre au pot pour qu'on puisse interpréter correctement les algorithmes décisionnels, pour qu'on comprenne si les patients répondent à tel ou tel traitement et pour quelles raisons ils ne répondent pas, et d'améliorer au fur et à mesure ce cercle vertueux de la connaissance scientifique. Ça veut dire aussi un changement de paradigme dans les façons dont nous menons les essais cliniques, puisque les grands essais cliniques de phase 3 probablement n'auront plus leur place dans cette médecine personnalisée. De cohorte, c'est ça. De grandes cohortes, puisque tous les patients seront différents les uns des autres, avec des analyses génomiques qui montreront des différences, et il sera très difficile d'interpréter très globalement un essai clinique sans tenir compte de ses spécificités individuelles. Donc on part vers des essais cliniques adaptatifs où je dirais que N égale 1, c'est-à-dire qu'avec un malade, on doit déjà pouvoir faire progresser la connaissance. Mais finalement, c'est tout ou rien. C'est soit la génétique des populations, de façon très ouverte et généreuse, et ensuite on revient à l'individu. Il n'y a plus vraiment l'intermédiaire des grandes cohortes de phase 3. D'accord. Alors, évidemment, tout ça pose énormément de problèmes. Donc je me tourne vers vous deux, Isabelle Falck-Pierrotin et puis ensuite Didier Tabuteau. Mais d'abord vous, madame, donc, je rappelle présidente de la CNIL, Commission nationale informatique et liberté. Donc vous veillez à ce que l'accès et l'utilisation de toutes ces données, on a parlé de téra, péta, hexa, je ne sais plus combien octets de données qui vont être, on ne compte plus, vont être générées par l'ensemble de ces séquençages et puis tout ce qui suit le séquençage. On parlait déjà de l'exome, du post-génome, des transcriptomes, etc. On va devoir les conserver pour les exploiter. Elles vont quand même être reliées à des personnes, à nous,
les patients. On va donc peut-être avoir des données de santé nominales, pas forcément toujours anonymes, ou qu'on peut reconstituer. Et dans quel cadre peut-on utiliser ces données? Qui peut y accéder? Et finalement, est-ce qu'aujourd'hui la CNIL réfléchit, se penche de façon extrêmement pointue sur ce sujet? Merci. Je vais rebondir tout de suite sur votre terme de problème. Non, ça pose des questions. Et ces questions, il faut que nous les résolvions ensemble, parce que ce sont de vraies questions. Mais en revanche, je crois que ni la CNIL, ni mon voisin de droite ont un a priori qui serait négatif par rapport à des descriptions telles que celles que vous venez de faire, madame. Et d'ailleurs, je dirais que la CNIL, dans les années récentes, s'est vraiment inscrite dans le sens d'une ouverture des données. On a beaucoup travaillé sur le projet de loi santé pour justement permettre un accès facilité à ces données. Et à travers un certain nombre de simplifications, notamment de nos procédures, on a vraiment œuvré en ce sens. Donc je crois qu'il n'y a pas ce problème théorique par rapport à la CNIL, en tout cas sur l'utilité et l'accompagnement nécessaire de ces démarches. Pour autant, c'est vrai que les données génétiques, c'est quand même des données particulières. C'est des données qui sont effectivement très fortement protégées par la loi, par le Code civil, pas simplement par notre loi à nous. Et c'est des données qui ont une caractéristique que vous connaissez certainement beaucoup mieux que moi, c'est que ce qu'elles révèlent nous intéresse en tant qu'individu et nous apporte probablement des bienfaits en termes thérapeutiques, mais ça peut aussi donner des informations sur les autres. Donc, je dirais que ce sont des données particulièrement sensibles pour nous. Alors, cette question de la médecine personnalisée, elle est absolument transversale dans tous les pays du monde. Moi, j'ai été frappée parce que nous avons récemment eu une conférence mondiale des autorités de protection des données à Amsterdam, il y a 1 mois et demi. Et le sujet qui est ressorti entre toutes ces autorités aussi différentes que l'Asie, les États-Unis, le Mexique et la France ou l'Europe, c'est vraiment cette médecine génomique. Et nous avons à cette occasion émis une résolution pour essayer de faire en sorte qu'on en tire les bienfaits, mais effectivement, on réponde aux questions que cela pose. Alors, quelles sont les quelques questions que nous, à ce stade, nous identifions ? D'abord, on voit bien, vous dites, il faut qu'on collecte de plus en plus de données pour constituer des cohortes qui vont permettre effectivement de comparer des génomes entre eux et, le cas échéant, d'arriver à des conclusions. Donc, des très grandes bases de données. Nous avons l'expérience d'un certain nombre de très grandes bases de données. Et le problème numéro 1 de ces bases, c'est la sécurité. Il y a eu d'ailleurs encore récemment des intrusions, des attaques de bases de données médicales, de hacking. Le hacking, c'est pour tout le monde et c'est particulièrement préoccupant lorsqu'il s'agit effectivement de bases de données aussi sensibles que des bases de données génétiques. Donc, concrètement, et Gérard Rouquayrol l'a dit il y a un instant, est-ce que nous avons les sécurités physiques, informatiques, logicielles, pour faire en sorte que si nous avons à constituer ces gigantesques bases de données génétiques, nous avons la sécurité informatique qui va bien. 2, ces grandes bases de données, par qui seront-elles opérées? Par des acteurs nationaux ou européens ou par des acteurs internationaux? On vient de voir, à l'occasion du Safe Harbor, et de l'invalidation du Safe Harbor par la Cour de justice européenne. On rappelle ce que c'est ? Alors le Safe Harbor, c'est le cadre juridique qui permettait l'exportation de données entre l'Europe et les États-Unis. C'est un accord qui a été négocié il y a 10 ans, qui vient d'être invalidé par la Cour de justice européenne au motif que les données aux États-Unis ne sont pas assorties de garanties suffisantes lorsque notamment elles sont accédées par les services de renseignement américains. Si nous constituons des cohortes génétiques de très grande ampleur sur des citoyens européens, si d'aventure ces données sont traitées et analysées aux États-Unis, quelles sont les garanties précises que nous aurons par rapport à cela? Donc il y a une question, je dirais, de sécurité et peut-être même, je dirais, de souveraineté par rapport à des dispositifs de ce type. Deuxième question, on parle d'anonymisation. Bon,
l'anonymisation... L'article 47 de la loi de santé revient sur ce sujet. Notamment. Absolument. Cela étant, l'anonymisation ou le codage dans le cadre du génome, j'imagine que c'est compliqué. Hein. Et vous savez comme moi que plus la base est large, plus on fait du big data, plus en fait l'anonymisation complète est extrêmement difficile. Parce qu'il suffit de rapprocher une donnée qui a priori est non identifiante avec deux autres données. Il y a une étude qui a été faite aux États-Unis qui montre que sur une base de population extrêmement large, c'est-à-dire on parle de 60-70 millions de personnes, avec 3 identifiants assez basiques, le genre, l'adresse et le code postal, en fait on remonte à l'identification réelle des personnes. Donc la question de l'anonymisation de bases de ce type est une question qui est loin d'être anodine et il faut que nous progressions dans ces travaux. Dans le projet de loi santé, la CNIL a été chargée de définir des méthodologies de référence. Je crois que ça, c'est très important, de définir dans le fond des standards sur l'anonymisation dans ce domaine comme plus généralement. Et je crois que c'est bien le rôle, effectivement, du régulateur de définir ces standards d'anonymisation. Je voulais aussi vous dire que, là aussi, c'est un sujet absolument mondial. Toutes les équipes, je pense par exemple à l'équipe du MIT, travaillent exactement sur cette définition, ces méthodologies d'anonymisation de données particulièrement sensibles. Elles ne peuvent pas être totalement anonymisées, on est d'accord? Non, je ne crois pas, parce que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et voilà. J'imagine que les chercheurs ou les médecins nous diront, mais nous, on Aucune veut utilité. justement Oui. revenir vers les malades. Donc Oui. Ça, je crois qu'il n'y a pas d'anonymisation complète. Ni de sécurité totale, du coup. Ni de sécurité totale. Enfin, on va quand même essayer que la travailler. sécurité soit la plus haute possible. Et puis, la troisième source d'interrogation, c'est effectivement les droits des personnes. Alors, vous nous avez dit, madame, il faut que les gens comprennent que la médecine personnalisée, vos données sont utiles pour vous, mais ils sont également utiles pour les autres. Bien sûr, c'est vrai. Mais il faut quand même que les personnes puissent consentir à ça. Et nous voyons à la CNIL quand même depuis quelque temps une sorte de glissement pour des tas de bonnes raisons. D'efficacité, de rapidité. Des raisons d'efficacité, d'utilité absolue de la recherche, dans le fond, de se passer un peu du consentement et de dire, mais enfin, pourquoi vous opposeriez-vous à quelque chose qui apporte un tel bénéfice collectif? Je crois que ça, on est à la limite du droit et de l'éthique. Et il faut probablement que nous y réfléchissions un peu ensemble pour voir comment est-ce que l'on trouve un équilibre entre un consentement, effectivement, qui est aujourd'hui demandé par la loi, et ces bénéfices collectifs qui sont mis en avant et qui, effectivement, nécessitent d'avoir quelque chose de fluide et d'opérationnel. Voilà, donc, voilà 3 grands groupes, en tout cas, d'interrogations. Je terminerai juste en disant que on a une base de données génétique aujourd'hui qui est utilisée pour des actions judiciaires, le FNAEJ. C'est une base de données qui a été créée par la loi. Pourquoi Fichier national des empreintes génétiques. Hein, c'est ça. Quand on a un crime, par exemple un meurtre, on peut reprendre des prélèvements ADN sur la scène de crime et on va comparer avec le fichier pour voir si on n'a pas déjà ces empreintes dans le fichier pour mettre la main sur le méchant. Hein, c'est ça. Absolument. Voilà. Et je crois qu'on l'a créé par la loi parce que, dans le fond, le législateur a eu un peu peur de lui-même. Vous voyez, s'est dit, dans le fond, on est face à quelque chose qui va être extrêmement puissant, comme utilisation potentielle, comme conséquence potentielle sur les individus. Il faut qu'il y ait un débat collectif sur le sujet. Donc je crois qu'on est, me semble-t-il, un petit peu dans cette même situation par rapport à cette médecine personnalisée. On voit que c'est une médecine qui va être extrêmement efficace, qui va apporter des bénéfices individuels et collectifs considérables. Et la CNIL, en tant qu'institution, souhaite accompagner cette médecine. En même temps, il y a des questions, et ces questions, il
me semble-t-il, il faut que nous en Oui, il discutions faut en parler. collectivement. On va tous en parler, vous pourrez poser vos questions. Et Didier Tabuteau, justement, je rappelle, conseiller d'État, responsable de la chaire santé de Sciences Po, co-directeur de l'Institut Droit et Santé à Paris 5 et grand spécialiste de l'économie de santé et notamment du financement de la sécurité sociale. Et ces questions éthiques, pour vous, elles sont aussi centrales. Oui, je crois que ce que nous vivons, et le début de la matinée l'a montré, c'est une espèce de changement de paradigme. Il est technologique, il est scientifique, mais je crois qu'il faut aussi se poser la question des conséquences organisationnelles, des conséquences en termes de solidarité. Agnès Buzyn disait c'est une médecine une médecine solidaire. On doit renforcer une médecine solidaire. Une médecine solidaire, ça repose aussi sur un système solidaire. Or, les conséquences pour l'assurance maladie, pour la protection sociale de cette véritable transformation sont considérables. Je ne vais pas toutes les évoquer. D'ailleurs, Yves Lévy y a fait référence et j'attends avec impatience les conclusions des travaux parce qu'elles sont évidemment au cœur du sujet. Mais je voudrais en évoquer trois. La première conséquence, qui est souvent celle qui est mise en avant, c'est les traitements, les thérapeutiques vont avoir des coûts astronomiques et nos systèmes de protection sociale ne pourront pas faire face. Ça, moi, je suis très sceptique parce que nos systèmes de protection sociale, ils ont fait face à des vagues d'innovation, à des vagues de révolution thérapeutique et ils se sont adaptés dans un schéma qui est un schéma, tant que ce ne sont pas les coûts de production en routine qui sont, eux, tout à fait faramineux, parce que là, c'est un cas particulier, mais qui se présente comme pour les maladies rares, par exemple. Oui, encore que ce n'est pas véritablement en routine. Donc je crois vraiment qu'on est dans les années de transition peuvent être difficiles, parce qu'il faut s'adapter à un nouveau modèle économique, mais qu'en revanche, si on raisonne dans la durée, je ne vois pas pourquoi les systèmes de protection sociale ne pourraient pas y faire face. Malgré le coût de la Sécu, qui est quand même plutôt en augmentation qu'en réduction. Aujourd'hui, il faut savoir que si on regarde l'ensemble du champ de la maladie, les cotisations prélevées au total entre l'assurance maladie obligatoire et les assurances complémentaires couvrent la totalité des remboursements de soins qui sont pratiqués en France. Donc voilà, c'est une question d'organisation, de répartition, d'efforts économiques. D'accord. La deuxième question qui me paraît importante, c'est l'impact sur le fonctionnement du système. On a une assurance maladie qui a été construite en gros en s'adaptant au modèle issu du 19e siècle, un modèle bismarckien avec le paiement à l'acte, avec une organisation qui est très ponctuelle. Tout ce que j'entends depuis le début de la matinée, c'est exactement le contraire. On va globaliser, on va rentrer d'ailleurs le mot qui a été utilisé par Ulysse, c'est le mot système. Le problème, c'est d'adapter le système. Et donc je crois qu'il faut aujourd'hui réfléchir, si ces thérapeutiques ou si ces modes d'intervention se mettent en routine, il faut réfléchir à un autre mode de financement et d'organisation du système de santé. Tant que c'est à la marge, tant qu'on peut faire effectivement 28, 30, 40 centres avec des dispositifs tout à fait exceptionnels, ça marche bien, on est capable de le faire. Si demain c'est 10, 20, 30, 40, 50% de l'activité quotidienne du système de santé qui est impactée par la transformation, alors ça ne marche plus. On n'est plus dans un schéma où il faut mettre des dispositifs exceptionnels. Et donc il faut absolument songer dès maintenant, parce qu'on a quelques mois, quelques années pour s'y préparer, à cette généralisation et donc un mode de financement des acteurs du système de santé, que ce soit les professionnels libéraux, les cliniques, les hôpitaux, les structures de recherche, les structures d'expertise, qui soit un peu différent de ce qu'on a connu jusqu'aujourd'hui. Parce que alors là, je crois que le système d'organisation que l'on a ne fera pas face à cette transformation. Et la troisième interrogation, qui est un tout petit peu moins optimiste, mais que je crois qu'il faut se poser quand on raisonne sur les systèmes de protection sociale, c'est que cette médecine personnalisée n'est pas seulement en aval au moment de la pathologie, ce qu'on a évoqué, elle rétroagit sur l'amont. C'est-à-dire que toutes ces connaissances génomiques, épidémiologiques, biologiques, que l'on va pouvoir agréger, qu'on va pouvoir interpréter, elles vont aussi nous donner des éléments sur notre devenir sanitaire personnel avant que la pathologie ne survienne. Et ça, c'est extraordinairement redoutable pour la protection sociale. Parce que la protection sociale, elle repose sur l'idée que, sauf malheureusement quelques personnes ou quelques populations qui, pour des raisons médicales, mais qui sont sur l'ensemble de la population, fort heureusement, pas assez restreintes. Sont assez restreintes. Donc, la solidarité joue. Oui. Si demain, on peut avoir des idées du devenir, des risques de pathologie, des évolutions, si on réduit l'aléa, ce qui fait qu'on est naturellement solidaire, c'est qu'on est presque tous égaux au départ face à l'évolution de notre devenir médical. Notre santé. Si on réduit l'aléa, plus on réduit l'aléa, plutôt, plus le risque d'une désolidarisation peut se faire. Par exemple, concrètement ?
on est dans un schéma. Si l'on sait que, compte tenu des telles caractéristiques biologiques, génomiques, que sais-je, la probabilité ou même la certitude d'une pathologie à 40 ou 45 ans va se préciser et s'organiser, on est dans un schéma dans lequel la collectivité pourra dire « mais je vous mets sous surveillance et je vous impose ceci ou cela si vous ne vous si vous avez une susceptibilité au cancer du poumon et que vous fumez, je ne prendrai pas en charge vos dépenses de santé ». C'est très extrême, très provocateur, mais c'est une des idées. Mais cette idée que la responsabilité individuelle s'accroît avec la connaissance que l'on a des facteurs de risque est quand même très forte. Elle est développée par les assureurs, à l'évidence. Et la crainte, quand on réfléchit au système de protection sociale, c'est qu'un jour, elle ne s'immisce dans un système qui doit forcément respecter le voile d'ignorance de John Rawls. C'est-à-dire qu'il faut absolument qu'on soit dans un schéma dans lequel on est tous exactement dans le même bateau, on est tous dans une médecine solidaire. Et ça, la médecine personnalisée, si on ne fait pas un débat politique et philosophique en amont, comporte des risques de désagrégation, je l'espère, segmentation, que l'on peut repousser, mais qui sont quand même tout à fait réels quand on se pose la question de la protection sociale. Et on en voit quelques bribes ici ou là. On voit des conditions d'observance mises pour l'accès au remboursement, on voit des systèmes pour les apnées nocturnes, par exemple. Voilà, c'est ça. Mais il y en a d'autres dans d'autres pays. Donc on sent que cette tentation existe, et je crois qu'il faut absolument y mettre une impossibilité. C'est pour ça qu'il faut un débat public sur ces questions, parce qu'autrement, elle peut se développer très fortement, en plus dans un contexte économique difficile. Particulièrement. Merci beaucoup Didier Tabuteau.